En manchette ce soir, une ressource en moins pour les personnes handicapées de la région. Le centre plein air Lac Flavrillon ferme définitivement ses portes. Ça a été extrêmement crève-cœur, effectivement. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions sur le plan administratif. Et c'était de moins en moins viable. Une lente progression des voitures électriques dans la région. Zone piétonne à Rouyn-Noranda, certains commerçants satisfaits et d'autres non. Pour certains commerces, certaines entreprises, ça peut être peut-être bénéfique. Pour nous, ça ne l'est vraiment pas. Bonsoir et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec le centre plein air du lac Flavrillon à Rouyn-Noranda, dans le quartier Évin. On vient d'apprendre que le camp de vacances spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap a définitivement cessé ses activités. Mais Sophie, est-ce qu'on connaît la raison? Fermeture définitive pour ce camp de vacances qui existait depuis plus de 40 ans. Et parmi les causes, il y a entre autres la pénurie de main-d'œuvre, puisque le camp nécessitait des travailleurs qui sont spécialisés et vraiment adaptés aux personnes en situation de handicap. Ça rajoutait un degré de difficulté supplémentaire. Je parlais à Amélie Chartier, qui est une ancienne monitrice là-bas. Elle me disait qu'elle n'était pas surprise de cette nouvelle, puisque ça prenait aussi des ratios spéciales, par exemple un moniteur pour 3 vacanciers. Et la pénurie, en plus de la pénurie, justement, mais il y a aussi les infrastructures qui sont vieillissantes et qui auraient nécessité un bon investissement pour pouvoir accueillir les vacanciers de façon sécuritaire, et ce, à court terme. C'est ce que me disait le président du conseil d'administration du centre plein air du lac Flavrillon. Je vous laisse entendre sa réaction ainsi que celle d'une ancienne employée. Ça a été extrêmement crève-cœur, effectivement. Comme président, encore plus, parce que je connais l'historique du centre de plein air. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions sur le plan administratif. Et c'était de moins en moins viable. On est soulagé parce que l'impact de ce qu'on en sait n'a pas été aussi grand qu'on aurait pu penser. On n'a pas eu tant d'appels que ça de clients en détresse. Comme je vous disais tantôt, les clients sont intégrés de plus en plus au sein de la communauté, ce qui est une excellente nouvelle. C'est vraiment dur parce qu'il y en a que je connais un peu plus leur histoire. Puis tu sais, il y en a qui vivent dans des centres de réadaptation qui sortent presque pas, que c'est des soins difficiles, puis que pour eux, ben, c'est la seule place qu'ils vont de l'année quasiment. Là, c'est les vacances qu'ils attendent. C'est dur pour les familles qui s'en occupent, puis que ça leur faisait des répits. Et bien que ce soit une triste nouvelle, eh bien, c'est pas aussi négatif qu'on aurait pu l'anticiper. Là, on a entendu Serge Côté, justement, à ce sujet. Et c'est parce qu'en région, l'offre de services s'est beaucoup diversifiée pour les personnes handicapées dernièrement. On peut penser notamment aux municipalités qui ont beaucoup amélioré leur plan d'intégration pour les personnes handicapées. Et Rémi Mailloux, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, me dit également que ça démontre que les personnes vivant avec un handicap veulent profiter des loisirs et de la communauté en région. Puisque lorsqu'ils étaient au lac Flavrillon, ils étaient quand même isolés. Mais maintenant, ils peuvent plus être dans la communauté, qu'on parle de vents-trottoirs, de marchés publics, de festivals, par exemple. Et il y a même plusieurs ressources pour eux qui sont améliorées, comme le tapis à la plage Kiwanis, qui peut leur permettre de profiter de ce lieu public également. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, selon lui. Ça témoigne d'une évolution de mentalité depuis l'ouverture du centre plein air Lac Flavrillon en 1980. Le centre du lac Flavrillon, ils ont, eux autres, une baisse de clientèle, de revenus, parce que je crois que les gens ils veulent plus être parmi le monde que dans un endroit où c'est plus réservé pour les personnes. Malgré que c'est un endroit formidable, mais les temps changent. Je pense que les personnes handicapées vont s'adapter plus dans leur milieu à eux. Puis tant mieux parce qu'on va les voir plus. Donc, pour la suite des choses, M. Côté affirme que les infrastructures devraient être mises en vente bientôt, mais le conseil d'administration, qui est encore actif, aimerait que l'argent recueilli par cette vente puisse servir à nouveau pour des ressources pour personnes handicapées. On ne sait pas exactement où ça ira encore.
Oui, puis on le souligne quand même, c'est un organisme qui a accompli une très belle mission en plus de 40 ans d'existence. Merci Sophie. Toujours à Rouyn-Noranda et en cette fin de période estivale, le quartier centre piétonnier s'est conclu cette fin de semaine. Après plus de 2 mois, certains commerçants ont profité de l'événement, mais d'autres l'ont plutôt subi. Le reportage d'Arnaud Pelletier. En place depuis le milieu du mois de juin, la zone piétonnière s'est conclue cette fin de semaine à Rouyn-Noranda. Une portion de l'avenue principale et de la rue Perrault-Est était fermée aux véhicules. Des terrasses, kiosques et autres animations étaient offerts. Pour certains commerçants, cet événement est une occasion en or. Ça change beaucoup pour nous. C'est sûr que c'est une grande retombée économique. On parle d'un restaurant, donc je peux doubler ma terrasse. Ça fait un double de revenus quand même à ce niveau-là. Je dirais que le côté le plus plaisant là-dedans, c'est vraiment le côté animé des rues. C'est le fun. L'été, les gens sont contents, ils marchent. Nous, on trouve ça vraiment bien. C'est parce que c'est sûr que là, il y a des gens qui découvrent, il y a des touristes aussi qui viennent. Fait qu'en marchant, là, c'est plus facile de venir voir des boutiques, de découvrir un peu. Donc, c'est super le fun pour ça. D'autres commerçants voient l'événement d'un autre œil. Certains ont vu une baisse au niveau de leur clientèle. Les personnes qui viennent habituellement en magasin, c'est souvent des personnes âgées ou qui ont un peu de difficulté à marcher et tout. Donc, en fin de compte, ils ne peuvent plus vraiment venir parce qu'ils ne trouvent pas de parking assez proche pour pouvoir venir nous voir directement en magasin. Je trouve que la longueur, je trouve ça trop long. Effectivement, ça dure 2 mois pratiquement, puis je trouve ça un petit peu long pour nos clients, surtout qui viennent au salon. C'est une situation qui est plutôt problématique, je vous dirais. Puis on est quand même conscient que pour certains commerces, certaines entreprises, ça peut être peut-être bénéfique. Pour nous, ça ne l'est vraiment pas. De leur côté, plusieurs citoyens ont apprécié la zone piétonne des dernières semaines. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment le fun. Je trouve que ça rend la ville vraiment plus belle, plus attrayante. J'ai aimé ça, mais on n'a pas eu de belle température. Puis il manque de musique. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Quand une personne chante, tout le monde est venu entourer la personne. Il rit, il regarde. On est content. Claudette Carignan, conseillère municipale du district Centre-Ville, est satisfaite de l'événement. Écoutez, il est quand même tôt pour faire un bilan, un grand bilan, un bilan détaillé, mais moi, les gens que j'ai croisés, ils étaient tous très contents. Ce n'est que des commentaires positifs que nous avons eus. Rien d'officiel n'a été annoncé concernant un éventuel retour du quartier centre piétonnier l'an prochain, mais des discussions ont lieu pour renouveler l'événement. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons d'énergie verte. Avec la montée fulgurante du prix de l'essence dans les dernières années, l'engouement pour les voitures électriques se fait sentir partout dans la province. Entrevue de Kimberly Hall pour savoir la tendance dans la région. Justement, avec les dernières années, avec la pandémie, le prix de l'essence et tout, est-ce qu'on commence à voir un engouement en région? Il y a quand même une progression constante autant avec les bornes qu'avec les véhicules électriques. Comme on sait, qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou la poule, c'est un peu le même principe. Alors, plus il y a de chars électriques, plus il y a de bornes, plus il y a de bornes, plus il y a de chars électriques. Alors, c'est pour ça qu'à l'AVEC, nous autres, on pousse avec le gouvernement, avec toutes les instances là, pour justement continuer la progression du circuit électrique, d'installer des bornes rapides dans votre région. Puis, est-ce qu'on peut dire que les autos électriques, en général, c'est plus accessible que ce qui était il y a, mettons, 5 ans environ? Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de problèmes versus d'approvisionnement sur tout ce qui est semi-conducteurs et tout ça. Ça a affecté beaucoup la livraison des véhicules électriques en général, à quelques exceptions près, comme Apple ou Tesla, qui ont des lignes marketing et des lignes de production uniques qu'eux, on contrôle sur tout. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'aujourd'hui, en nous, on commence à voir le bout du tunnel où les délais d'1 an de réservation commencent à se réduire à 3-6 mois. Et ça dépend vraiment de chaque endroit et de si vous êtes prêt à accepter une autre couleur qu'un client cancellé. On joue encore là-dessus présentement. Là, c'est pas facilement accessible à part quelques rares modèles. Puis en termes de bornes électriques, est-ce qu'on a une idée si le nombre de bornes électriques en région a augmenté un peu ou est resté stable dans les dernières années? Au contraire, c'est exponentiel comme les véhicules électriques. Évidemment, en Abitibi-Témiscamingue, je crois, 9 mai 2022, ça fait 1 an, on avait 15 BRCC, c'est-à-dire les bornes rapides là, pour charger rapidement quand on est en voyage. Fait que c'est pas un arrêt à la progression. Au contraire, de plus en plus de modèles et de possibilités augmentent justement l'autonomie des batteries. Et en même temps, les bornes rapides s'installent de plus en plus vite dans votre région. Il y a quand même 34 bornes en date d'1 an de bornes un peu plus lentes, comme de bornes de rue 250 volts. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que 90% du temps, vous rechargez à la maison. Fait que ça ne change rien pour n'importe quel citoyen du Québec. On voit que la courbe
tend à monter de plus en plus vite. Les autres sont un peu plus rapides, mais évidemment, l'Abitibi a un peu de difficulté là-dessus, mais ça s'en vient. Je ne m'inquiéterai pas, on a un avenir qui se promet bien là-dessus. Les gens vont pouvoir commander et avoir accès à beaucoup plus de véhicules électriques. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup pour ces informations. Ça me fait plaisir. Et à la question du jour, on vous demandait, croyez-vous qu'il y a assez de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région? Vous avez été mitigé aujourd'hui en répondant oui à 51 %. Sur le sujet de la santé, 2 citoyennes de Rouyn-Noranda lancent un véritable cri du cœur afin de récolter des fonds pour aider leur père malade. Ayant subi une opération à cœur ouvert d'urgence il y a un peu plus d'une semaine, Serge Giroux se trouve maintenant dans un état critique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Mon collègue Anthony Dallaire s'est entretenu avec l'une de ses filles. Son état de santé est stable quand même. Ils ont passé des tests. Scan au cerveau, il est ressorti normal. Fait que on était contents. Il y a eu une biopsie aussi. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle bactérie sur ses poumons. Les médecins n'ont pas l'air d'être trop inquiets par rapport à ça, là, mais ça fait qu'il est obligé d'avoir un nouvel antibiotique là, pour contrer les 2 bactéries, une sur son cœur puis une sur ses poumons. Et là, de ce que je comprends, c'est vraiment vous et votre sœur qui prenez soin de votre père. J'ai déménagé chez mon père au mois de mai là, parce que ça allait bien, mais pas autant bien qu'on l'aurait voulu. Fait qu'il avait besoin d'aide à la maison, là, entretenir la maison, s'occuper de lui. Puis là, ma sœur, elle va surtout faire les rendez-vous à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de rendez-vous à Amos. Fait que ma sœur, heureusement, elle a un horaire qui est quand même facile à jongler avec. Fait que heureusement, j'ai des bons employeurs là, qui comprennent la situation. Fait qu'on est capable de s'arranger quand ma sœur n'est pas capable de se déplacer. Mais ça reste quand même compliqué. Là. Ça affecte beaucoup nos vies, maintenant. À quoi les fonds vont servir exactement? Puis pourquoi c'était important pour vous de faire cette levée de fonds-là? C'est important pour nous parce que la maison ne peut pas se payer toute seule. Il y a beaucoup de paiements qui viennent avec la maison, l'entretien de la maison, les déplacements en Abitibi-Témiscamingue, puis là, les déplacements à Montréal. On est chanceux, on a quand même de la famille qui habite dans ce coin-là, fait qu'on est capable de se loger, mais c'est avec l'inflation, là, le coût de l'essence, c'est assez dispendieux de se déplacer comme ça. Là. Fait que les sous vont vraiment servir à se déplacer vers le grand centre de Montréal. Le GoFundMe va vraiment bien. Là. On a ramassé beaucoup de sous en peu de temps déjà. Là. La générosité des gens me dépasse. C'est incroyable. On va être éternellement reconnaissante de tout ça. Évidemment, on envoie toutes les ondes positives à la famille. Sur la scène judiciaire maintenant, le Rouyn-Norandien Samuel Fortin a comparu par visioconférence au palais de justice de Rouyn-Noranda cet après-midi. Le jeune homme de 18 ans est accusé d'agression sexuelle, de contact sexuel, de leurre, mais aussi d'avoir braqué une arme à feu à l'endroit de victimes d'âge mineur. Son avocate, maître Caroline Veillet-Jackson, a demandé à ce que le dossier soit donc reporté au 9 novembre prochain. On fait un suivi maintenant sur les feux de forêt. 2 incendies de la zone nordique près de la baie de James sont toujours considérés hors contrôle par la SOPFEU. Ce sont 37 incendies qui sont toujours actifs dans le secteur. La SOPFEU mentionne qu'il n'est pas impossible que les vents du nord transportent de la fumée sur le territoire d'ici de l'Abitibi-Témiscamingue. Et même si les feux plus près de la région sont contrôlés, la qualité de l'air pourrait ne pas être optimale dans les prochains jours. Il y a les 2 incendies qui sont les plus au nord, secteur résistant Wiminji, alors que les incendies un peu plus au sud, dans le secteur de Waskaganish, puis le kilomètre 381, ces incendies-là, ils sont maintenant contenus et dégagent moins de fumée. Donc la situation s'améliore peu à peu, mais demeure critique dans la portion plus au nord, comme je mentionnais, Wiminji et Radisson. En politique, le quotidien La Presse dévoilait ce matin que le gouvernement Legault a l'intention de déposer un projet de loi cet automne afin de créer une agence des transports. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est d'ailleurs contre cette idée. Ce projet pourrait aider à réduire notamment les coûts des travaux routiers et la dépendance aux agences externes. Mais le syndicat est plutôt d'avis qu'il serait plus avantageux d'interdire le recours à la sous-traitance lorsqu'une activité est récurrente. Le syndicat recommande aussi d'interdire la signature d'un contrat lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire.
Dans un autre dossier, Québec lance un appel de projet pour son programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Le soutien à la réalisation de politiques, mais aussi de plans d'action en faveur des aînés est notamment visé. Les municipalités, les communautés des nations autochtones et les MRC pourront donc obtenir un soutien financier pour mettre en place ou actualiser une politique et plan d'action qui favoriserait l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées. L'argent va aussi pouvoir servir à encourager la mobilisation et le réseautage des acteurs clés œuvrant auprès des aînés. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Malgré des embûches, ces nouvelles éditions réussies pour Ossisco en Lumière. Est-ce que le festival a fracassé un nouveau record cette année? Eh bien, c'est ce qu'on vous dévoile après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le gîte de la Belle Rivière de Matagami est un chalet en bois massif situé sur le bord de la rivière Belle. Le gîte offre 5 chambres à louer, dont 3 avec vue sur la rivière. Un investissement de 53 000 $ a permis l'achat d'un quai, d'un spa et sauna pour assurer la qualité et son offre touristique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Ce week-end était plutôt chargé en festival, mais Stéphanie, on commence par la 20e édition d'Ossisco en Lumière. Oui, et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en plein démontage de Cisco en lumière. On a même de la visite des mouettes. Écoutez, on a failli se faire attaquer tantôt. Je fais attention, je regarde ça de très près, mais je peux vous dire que ça a été une très belle édition cette année, malgré les intempéries. On a eu Dame Nature, qui n'était pas trop de notre côté, mais quand même, on ne bat pas, par contre, le record de l'an dernier. Je vous rappelle que c'était quand même 45 000 entrées qui avaient été vendues. Reste que le festival est vraiment très fier de leur édition. Ça s'est conclu samedi avec un spectacle endiablé de la belle Charlotte Cardin, qui a su convaincre quand même les festivaliers de rester sur place malgré la pluie. Je peux vous dire que l'organisation se dit très fière de cette édition-là. Pour un festival dans lequel on a eu beaucoup d'adversité, si je peux dire ça comme ça, les gens ont été présents malgré la pluie, malgré le froid, malgré les orages électriques, malgré les cancellations. Les gens étaient au rendez-vous. Puis ça, on peut juste remercier la population de nous suivre dans nos projets. Charlotte Cardin a vraiment montré son statut de grande chanteuse internationale. Tout le monde nous parle de 3 Days Grace, à quel point ça a été vraiment une belle soirée. Les gens ont eu du plaisir à 3 Days Grace. Caïn, qui, pour une soirée cancellée, il y avait du monde à la messe, comme on dirait dans leur chanson. Et Stéphanie, toujours dans le thème du festival, le Festival Western de Guigues a terminé sur une bonne note pour sa 40e édition. Oui, c'est hier que se terminait justement la 40e édition. Je vous rappelle qu'on a eu droit à 6 jours de festivités. Écoutez, les festivaliers ont été nombreux à répondre à l'appel et on a l'organisation qui se disait être très reconnaissante de l'aide de tous les bénévoles. Écoutez, ça a été quand même beaucoup de travail. On remercie les bénévoles, mais également la population qui a répondu à l'appel. Les responsables du festival ont remercié sur leur page Facebook justement tous ceux et celles qui ont été impliqués dans la fameuse journée, dans les fameuses journées qui ont duré près de 6 jours. Et petit rappel, c'est ce soir que ça va se passer à TVA, bien sûr, à compter de 21h. Si vous voulez voir ça, on a la belle tournée qui va nous faire découvrir notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue. Guy Jodoin va recevoir cette semaine Alexandre Castonguay, Nadé Lyonnais, Richard Desjardins. On a également Brigitte Lafleur, Steve Jolin ainsi que Christophe Lessard, en plus de la capsule de la belle Léane Labrèche sur les Ukrainiens de Bourg-Lamaque. On se donne rendez-vous à compter de 21h ce soir. La Rwanda-Randienne Olivia Barry a poursuivi les championnats du monde de cyclisme en Écosse. Par contre, elle a été victime d'une chute au milieu de la course. On vous explique le tout dans un instant.
Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Parlons sport, la Rouyn-Norandienne Olivia Barry a terminé en 34e position lors de l'épreuve sur route des championnats du monde de cyclisme hier à Glasgow, en Écosse. La cycliste a d'ailleurs été victime d'une chute au milieu de la course alors qu'elle est entrée en contact avec Simone Boilard. À Sportcom, Olivia Barry affirme avoir tombé au sol et glissé dans la barrière. Elle ajoute que le temps de se remettre en place, elle n'avait plus d'espoir de rattraper son retard. L'athlète a donc terminé la course à 13 minutes de la gagnante, la Belge Lotte Kopecky. Au reste au sport, c'est aujourd'hui que les joueurs invités au camp des recrues des équipes de la LHMQ se rapportent à leurs équipes. Les Foreurs en ont profité pour annoncer que leur choix de premier tour du dernier repêchage, Philippe Veilleux, avait signé son contrat d'entrée avec l'équipe. Il sera donc de l'alignement de l'équipe pour la prochaine saison. Pour les Huskies et les Foreurs, ils vont tenir les premiers entraînements de leur camp de recrues dès demain. Et finalement, c'est fin de semaine que se déroulait la 8e édition du demi-marathon Moreau à Rouyn-Noranda. L'épreuve phare de 21,1 km a été remportée par Brian Thomas en un peu plus d'1 heure et 14 minutes. Chez les femmes, Yolande Paré a été la première à rallier l'arrivée avec un chrono d'1 demi-heure et 33 minutes. Le demi-marathon Moreau était le 3e événement du défi courte à région qui en regroupe 5. La prochaine course est à Sainte-Terre à pied qui va se tenir samedi et dimanche prochain. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, Environnement Canada a émis un avertissement de smog pour l'ensemble de la région. Oui, et présentement, là, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez sûrement sentir la petite odeur de fumée. Vous n'êtes pas fou si vous vous le demandez à la maison. Ça sent vraiment très, très fort. Par contre, pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est censé partir pour ce soir. C'est censé rester pour le Témiscamingue, par contre, pour ce soir et cette nuit. En ce qui a trait les degrés, on a quand même 7 degrés pour l'Abitibi ce soir et cette nuit. Minimum de 9 degrés pour le Témiscamingue. Demain, ça va se dérouler sous le soleil pour le nord avec maximum de 25 degrés. Alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec un max de 25 également. Et un aperçu pour mercredi, alternance de soleil et de nuages pour les deux secteurs avec un maximum de 25 degrés au nord et 24 degrés au sud. Donc, on ne dira pas non à des belles journées qui s'en viennent, ça c'est certain. Dès demain, il va y avoir un remplacement d'un ponceau à Sainte-Terre sur la route 113 entre les kilomètres 79 et 80. Il va donc avoir un chemin de déviation, mais vous pouvez voir toutes les infos sur Québec 511. Oui. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis je vous dis à demain.